Ça, c'est ce qui aurait pu se passer il y a quelques années, et je parie que vous ne le saviez même pas. Alerte rouge dans ce bunker secret russe. Il vient de détecter un missile nucléaire. Il a été tiré par les États-Unis à minuit 15 en direction de la Russie. Le commandant du bunker a une mission, alerter immédiatement ses supérieurs pour riposter. La Russie possède des milliers d'ogives nucléaires prêtes à être tirées, dont la Tsar Bomba, la plus puissante bombe jamais construite. 3800 fois la puissance d'Hiroshima. Mais de l'autre côté, les États-Unis ont 23 000 têtes nucléaires, bien assez pour détruire la planète un paquet de fois. Et ça, le commandant du bunker le sait bien. Il s'appelle Stanislav Petrov, il est lieutenant-colonel de l'armée russe. Et ce soir, l'avenir de l'humanité repose sur ses épaules. S'il annonce que le missile n'est qu'une fausse alarme, la Russie ne riposte pas. S'il annonce que le missile est réel, la Russie riposte et la Troisième Guerre mondiale commence. Il n'a qu'une minute pour se décider. Les États-Unis ont-ils réellement tiré un missile? Ou est-ce simplement un bug du système russe? Une simple erreur de jugement et le monde que l'on connaît ressemblera à ça. « 25 jours avant l'incident, le même bunker est en alerte rouge, mais pas pour la même raison. Un satellite russe vient de capter une intrusion sur leur zone aérienne fermée. Un avion qui n'a rien à faire là, donc un avion espion qui doit être stoppé au plus vite. Le message est transmis à la base la plus proche. Des avions de chasse décollent, des Sukhoi Interceptor, leurs tout nouveaux avions supersoniques. L'ordre est clair, ils doivent l'intercepter et l'abattre au plus vite. Mais la réalité est tout autre. L'avion espion est en fait un avion de ligne, un Boeing 747 sud-coréen parti de New York pour arriver à Séoul. À son bord, 269 personnes, des Coréens et des Américains. Son autopilote défaillant l'a fait peu à peu dévier de sa route. Il passe donc au-dessus de la Russie. Les pilotes s'en rendent compte, mais c'est déjà trop tard. Les avions de chasse sont déjà là. L'homme que vous entendez, c'est le major Gennady Osipovitch. Il est armé de missiles Kaliningrad R-98MR. Mais il n'a pas l'air de vouloir tirer. L'avion qu'il a en visuel ne ressemble pas du tout à un avion espion. Il essaye donc d'établir la communication, mais le Boeing ne répond pas. Il finit par tirer sur l'avion pour le faire réagir. Toujours aucune réponse. Et 7 minutes plus tard, ses supérieurs prennent une décision. L'avion explose en plein vol, les 269 personnes à bord meurent sur le coup. Quelques heures plus tard, le monde apprend la nouvelle. I'm coming before you tonight about the Korean airline massacre. This crime against humanity must never be forgotten. Et 5 jours plus tard, la Russie admet avoir abattu l'avion de ligne. Ils avaient de grandes raisons de penser, en tout cas selon eux, que c'était un vol espion. À ce moment, la guerre froide est à son paroxysme. Les tests nucléaires des États-Unis et de la Russie s'accélèrent. Les deux camps s'attendent à une escalade imminente. Mais vous allez tout découvrir juste après. Là, le lieutenant-colonel Petrov s'apprête à commencer son shift de nuit, dans une atmosphère évidemment très tendue. Il entre dans la base secrète Serpukhov 15. C'est le centre de surveillance des attaques nucléaires. Il se rend dans l'une des boules blanches que vous voyez ici. Il y travaille depuis 11 ans et aujourd'hui, c'est lui le chef. 80 personnes sont sous son commandement. Mais je vous ai pas tout dit sur Stanislav. La vérité, c'est qu'il n'est pas censé être là, et encore moins être chef de nuit. En fait, il a juste accepté de remplacer exceptionnellement un de ses collègues. Il se retrouve donc ici et maintenant, un peu par hasard. Mais bon, pas de stress, tout va bien. Une réelle attaque nucléaire, ça n'est encore jamais arrivé. Rien ne devrait se passer ce soir. Il est minuit 15, l'impensable vient d'arriver. L'ordinateur principal affiche en lettres rouges « Missile attaque ». Leur satellite Cosmos 1382 alerte qu'une tête nucléaire vient d'être propulsée de Montana en direction de la Russie. Il est positionné juste au-dessus des États-Unis. L'erreur est impossible. Stanislav demande une confirmation visuelle au satellite, mais comme le soleil est en train de se coucher, il n'y a aucune visibilité. Et son ordinateur montre maintenant un autre message, probabilité maximale. Tous les soldats du bunker sont bouche bée. Ils se tournent vers le lieutenant-colonel, les attendent qu'il suive le protocole et qu'il prévienne ses supérieurs pour riposter. Il a 1 minute pour réagir. Mais Stanislav, c'est pas un soldat comme un autre. Et il va prendre de court toute la base. Parce qu'une attaque lui paraît impossible. S'il y a une guerre, pourquoi les États-Unis envoient seulement un missile et pas 4 ou 5? Et quelque chose d'autre n'arrête pas de lui revenir en tête.
comme un moustique qui lui tourne autour. Le vol KAL 007. Ses supérieurs avaient réagi impulsivement et de la pire des manières. Et la raison est simple, l'année qu'ils sont en train de vivre est l'une des années les plus tendues de la guerre froide. La paranoïa est totale. Yuri Andropov, le dirigeant russe, vient de remplacer tous leurs missiles présents en Europe par des missiles nouvelle génération, les SS-20. En réponse, les États-Unis ont déployé des missiles sol-air en Europe de l'Ouest et des Pershing 2 dotés d'une tête nucléaire. Reagan décide même de poursuivre des tests nucléaires d'une ampleur inédite, c'est l'opération Able Archer. Depuis, Andropov est parano, il est persuadé que cette opération est un prétexte et que les États-Unis vont réellement nous attaquer. Il a donc donné l'ordre à tous les agents du KGB de surveiller de près si les États-Unis préparent une attaque nucléaire. C'est l'opération Ryan. Tout ça à quelques mois seulement, et aujourd'hui, une attaque, ça ne peut pas être une coïncidence. La minute est passée, et sous une pression énorme, Stanislav rend sa décision. C'est une fausse alerte. Seulement un missile pour démarrer une guerre nucléaire, c'est incohérent. Ça doit donc juste être un bug. Un autre missile vient d'être détecté, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, assez pour raser les plus grandes villes russes et faire des centaines de millions de morts. Petrov règle son alarme. 22 minutes. C'est le temps minimum pour que les missiles arrivent jusqu'en Russie. Pas de temps à perdre, il vérifie que tout le système fonctionne. Il le connaît par cœur, il l'a lui-même aidé à le construire. Mais il a beau faire le tour de ses ordinateurs, aucune erreur n'est à relever. Il se lève pour parler à ses soldats. Il leur demande si leurs ordinateurs fonctionnent bien. Ils répondent tous en panique par la positive. Ce sont des ogives nucléaires. Et dans 17 minutes, elles exploseront en Russie. Mais quelque chose ne va pas. En fait, son intuition lui dit que c'est impossible. Pourquoi démarrer une guerre où il n'y a pas de gagnant? La seule issue possible, c'est la destruction de notre civilisation. Il est censé enregistrer l'attaque et appeler ses supérieurs pour annoncer officiellement la riposte. Tous les soldats attendent son ordre, stressés. Stanislav croit devenir fou. Doit-il faire confiance à leur satellite à la pointe de la technologie ou à son intuition? Les missiles ont été tirés depuis 12 minutes. Sa main droite agrippe son microphone pour parler avec ses équipes. Sa main gauche est posée sur le téléphone. Il est immobile. Et soudain, il prend son téléphone et appelle ses supérieurs. Les soldats sursautent. Stanislav vient d'enfreindre le protocole. Il n'a pas enregistré l'attaque et vient d'agir impulsivement par simple intuition. Il raccroche et recule de son bureau, paniqué. Il n'est pas sûr de ce qu'il vient de faire. Plus que quelques minutes et il en aura le cœur net. Les plus longues minutes de sa vie. S'il a raison, tout va bien. Mais s'il a tort, des millions de Russes mourront et la Russie ne pourra pas riposter. Petrov et ses hommes vérifient les caméras du pays. Rien. Aucune explosion. Les soldats présents n'en reviennent pas. Lui non plus. Contre le protocole, mais aussi contre toute logique scientifique, Petrov vient de sauver le monde d'une guerre nucléaire. Pas en faisant confiance à son ordinateur, mais seulement à son intuition. Dans l'ombre, il rentre chez lui et ne dira rien à personne, même pas à sa femme ni à ses 2 enfants. L'humanité ne connaît pas son nom, même si sans lui, elle aurait pu vivre ses dernières heures. Mais alors, que s'est-il passé? En fait, le satellite stationné au-dessus du Montana a dysfonctionné. À cet endroit du globe, le soleil était en train de se coucher et des reflets sur les nuages, très rares, ont fait monter la température des capteurs du satellite. Ils ont réceptionné de grandes sources de chaleur qu'ils ont prises pour des attaques nucléaires. Le lendemain, Stanislav se réveille et est convoqué par ses supérieurs. Arrivé à leur bureau, il se fait réprimander. Pourquoi tu n'as pas suivi le protocole, écrit et enregistré ce qui se passait pour qu'on puisse décider par nous-mêmes, leur demande-t-il. J'avais un talkie-walkie dans une main et un téléphone dans l'autre. Comment je pouvais écrire avec mes 2 mains prises? Il leur répond d'un ton ironique. Il plaisante, mais l'affaire va prendre des proportions énormes. L'incident embarrasse les dirigeants russes et ils feront tout pour le cacher. Le lieutenant-colonel Petrov est dégradé et 1 an après, en 1984, il est renvoyé de l'armée. Je vous préviens, la suite de la vie de Stanislav est malheureusement très triste. Il déménage à Friadzino, une petite ville pauvre à côté de Moscou. Il commence à travailler comme chauffeur de taxi ou agent de sécurité de supermarché. Sa retraite s'élève à moins d'100 d'euros. Il ne peut même pas s'acheter de téléphone. Et il commence petit à petit à sombrer dans l'alcool. Et comme si c'était pas assez, la santé de sa femme commence à se dégrader. Ça fait quelques années qu'elle a un cancer. Elle décédera finalement à la fin des années 90. Stanislav finit sa vie dans la pauvreté et dira même à ses enfants « J'ai travaillé tellement dur dans ma vie,
Jamais je n'aurais pensé la terminer comme ça. Mais alors qu'il n'attendait plus rien, un événement va tout changer pour lui. En 1993, quelque temps après la chute de l'URSS, un ancien officier révèle l'événement de 1983 dans un journal local. Sa famille, mais aussi le monde, apprend peu à peu la nouvelle. C'est le choc. Très vite, un paquet de médias l'appelle. Tous veulent faire connaître son histoire. Des articles, mais aussi des documentaires sur sa vie sont réalisés. The man who saved the world. I didn't save anything. Puis il reçoit des lettres de remerciements de la part de particuliers venant du monde entier et surtout des États-Unis. Stanislav Petrov reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. En 2004, il reçoit la distinction de l'homme qui a sauvé le monde de la part de l'association américaine World Citizens. En 2006, il est invité officiellement au siège de l'ONU pour y faire un discours. Et en 2013, il reçoit le prix Dresde, récompensant les personnes œuvrant pour la paix. Des dizaines de journalistes continuent de le rencontrer, mais étonnamment, aucun venant de Russie. En fait, les autorités russes font tout pour étouffer cette affaire. Ils y arrivent tellement bien que même ses voisins ne savent rien de son action héroïque. Aujourd'hui encore, les hauts gradés de l'armée russe n'ont pas reconnu officiellement l'événement de 1983. Quoi qu'il en soit, petit à petit, l'attention qui lui est portée redescend. Et le 19 mai 2017, à l'âge de 77 ans, Stanislav meurt dans l'indifférence générale. Une plaque commémorative lui est tout de même dressée 2 ans plus tard à Oberhausen, en Allemagne. Elle titre, en gros, « L'homme qui a sauvé le monde ». De son côté, pendant toute la fin de sa vie, il répétait toujours la même phrase aux personnes qui le félicitaient. Il n'y avait pas d'héroïsme. J'ai fait mon travail, j'étais juste au bon endroit, au bon moment. C'est tout.